Benassia revient. Mais quel feuilleton à l'OM. 2 jours après la démission surprise de Mehdi Benassia, un nouveau coup de théâtre dans ce club qu'on adore. Franck McCourt débarque, rattrape Benassia par la manche et bordure le président en place, Pablo Longoria. Est-ce un putsch signé Mehdi Benassia, mes amis? Putsch, le mot est fort, mais en tout cas, c'est habilement joué de sa part. Est-ce que c'est un coup de poker gagnant de Mehdi Benassia? Je sais pas, il y avait un trio d'amis inséparables pour la vie. Il y en a un qui est parti, c'est De Zerbi. Et il y en a un autre qui fait mine de partir et qui finalement revient et prend la place du troisième copain, quoi. Donc, ce qui interpelle en tout cas dans la chronologie des faits, c'était que à aucun moment Marseille n'avait communiqué sur le départ de Mehdi Benassia, et Mehdi Benassia, lui, avait beaucoup communiqué à travers ses propres réseaux. Insta. Comme les jeunes. Ce qui laisse penser dans le clan de Pablo Longoria que Mehdi Benassia a fait ça publiquement pour mettre la pression sur Franck McCourt, qui lui voulait absolument que Mehdi Benassia reste. D'ailleurs, c'était quand le 9 que Mehdi Benassia avait remis sa démission, refusée immédiatement, etc. Donc il y avait l'idée que Franck McCourt, de toute façon, voulait absolument trouver une solution pour que Benassia... Il avait proposé sa démission, puis après, finalement, sur son compte Insta, il a dit « je l'ai posé, je ne l'ai pas proposé, mais c'était voilà. un jour plus tard Mais, ». J'ai lu, hein. Oui. Non, parce que j'ai relu le communiqué sur Insta, enfin le petit message de Mehdi Benassia sur Insta, lorsqu'il justifie sa démission. Finalement, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, est-ce que ça nous met un peu la puce à l'oreille? J'ai pris quelques extraits. Hein. Je ressens une insatisfaction croissante. Voilà, motivation de sa démission. Une rupture que je regrette profondément. Et puis une ligne plus loin, une crispation autour de la direction. Oui, vous savez ce que ça veut dire? En fait, en gros, il ne pouvait plus travailler avec Pablo Longoria. En fait, c'est ça. Ça fait maintenant un moment que là, il y a une tension entre les deux, qu'ils ont du mal à cohabiter, que Mehdi Benassia... Crise de couple. Oui, un peu. Et donc voilà, et si Mehdi Benassia met un peu publiquement sur la place publique, je vais me casser dans ces conditions, et que, sachant que Franck McCourt ne voulait absolument pas qu'il parte, la seule hypothèse, c'était... tu restes et on déclasse Pablo Longoria. Vous allez peut-être me dire que j'ai un regard biaisé, et vous avez peut-être certainement raison. La semaine dernière, si je prends un peu la chronologie des faits, donc il propose la démission, il pose, tac, il est rattrapé. Et puis après, on apprend que il se remet au boulot, il prend contact avec Abibey, puis dimanche, paf, il démissionne. Donc démissionner tout en gardant le prochain coach dans sa manche. Moi, en fait, et ce qu'on se dit finalement, il la pose et il dit mais de toute façon, moi de toute façon j'ai borduré tout le club, je vous indiquerai un petit peu après son organigramme. En fait c'est après moi le déluge, donc finalement rattrapez-moi. Bien sûr. Non et puis avant, c'était pousser McCourt à sortir du bois pour trancher. Il fallait trancher. Et voilà, parce que McCourt là, il faut absolument se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine. À un moment donné, il a signé des chèques et encore des chèques. Oui, il y a une urgence financière qui fait qu'il faut qu'il se qualifie. Et que c'est McCourt, il a dû voir le classement, il a dû se dire, et la dynamique, il a dû se dire là, il faut intervenir d'urgence. Et effectivement, il y a eu, de manière assez étonnante, dans les derniers jours, une situation avec les banderoles quand même, qui ont surpris beaucoup Pablo Longoria, et qui étaient uniquement destinés à Longoria et à McCourt. Il n'a jamais été question de Mehdi Benassia sur les banderoles au stade. Je pense que là, Longoria a dû se dire que ça sentait pas bon, quoi. Ouais. Parce qu'après, on sait le poids que ça peut avoir à Marseille. Et McCourt était obligé de trancher en faveur de Benassia. De plus en plus isolé au club et isolé vis-à-vis des supporters. Mélisande, que faisait Pablo Longoria cette saison? Moi, je me souviens d'avoir lu un article magnifique la semaine dernière dans l'Équipe, la stratégie du silence. J'avais proposé cette lecture à mes copains qui étaient là le soir en disant le gars a pris de la hauteur, mais il a tellement pris de hauteur qu'il n'est plus là. Il n'est plus là. Enfin, il n'est plus là dans l'exécutif. Il n'est plus là pour faire marcher Vous allez le dire, je crois. Mais Mehdi Benassia a placé quand même beaucoup d'hommes de confiance à lui un peu partout dans le club. Lui, il était très présent au quotidien dans l'opérationnel. Et c'est vrai qu'il a pris une place que Longoria n'occupait plus, en fait. Mehdi Benassia, c'est ce que j'ai appris. Vous allez me dire, vous me tapez sur les doigts si je me trompe. Finalement, c'est moi qui fais tout le boulot. C'est moi qui prends les coups en conférence de presse. Je vais parler à la presse. Et puis toi, tu es planqué au chaud. En plus...
au niveau du mercato, j'ai quand même ramené balance entre la vente et les achats Il a un fait des plus plus-values, 34 millions. Quand toi, en interne, ta gestion n'est pas terrible, on parle de peut-être une petite dizaine de millions ou des millions d'euros qui sont comme ça, envoyés comme ça. Est-ce que, voilà, Il y avait est-ce une que c'était bataille à d'ego, l'origine c'est du sûr. divorce? Il y a une bataille d'ego, des divergences, et le fossé s'est creusé. Je pense qu'il n'y avait pas la place pour les deux, de toute façon. Mais surtout, en fait, ils ont des profils qui sont assez similaires, Longoria et Benassia. Parce que Longoria, c'est pas un gestionnaire. Longoria, c'est quelqu'un qui fait des transferts. C'est un recruteur. Et c'est un recruteur. On disait qu'il avait d'ailleurs beaucoup de nez. Bon, ça reste à prouver. Parfois oui, parfois non. Et puis finalement, c'est Benassia qui s'est mis à faire son job, en fait, à faire des transferts, puisque c'est quand même ça l'essentiel de ce qui se passe donc, à l'Olympique de Marseille. Mais je ne pense pas que Pablo Longoria, il soit des journées entières avec les livres de comptes à faire ça. Donc, Si, il est très, non, je crois pas. très porté Non, mais, sur ça. c'est d'ailleurs pas forcément la fonction d'un président de club à 100%. Mais voilà, donc ça doublonnait quand même un peu. Et puis le sentiment que ça donne, c'est que Mehdi Benassia, il est dominant quand même dans les relations qu'il peut avoir avec les autres. Donc il a une très forte personnalité. Et j'ai l'impression qu'il a un peu pris le pas sur le Pablo Longoria. Il y a quelques minutes, je vous ai dit, bon, Mehdi Benassia, il est arrivé en novembre 2023. Pablo Longoria, on raconte qu'il était isolé. Il y avait le départ de Marcelino. Il y avait eu un moment, une nuit, où il avait douté. J'y vais pas. Oui, il appelle son ami Mehdi Benassia. À lui, ils étaient Et partis à ce il installe les hommes au club. 12 personnes qui composent la garde rapprochée de Mehdi Benassia, qui occupent tous les secteurs stratégiques du club. Équipe première, communication du club, recrutement, centre de formation. Tous les détails sont souriants parce que j'ai appris également en lisant la Bible, l'équipe, Mehdi Benassia a même changé le prestataire, a trouvé une nouvelle société de protection rapprochée. Voilà, donc le gars, voilà. J'ai découvert quelqu'un, elle s'appelle Scheherazade Semsar de Boissesson. Voilà, c'est la vice-présidente du conseil de surveillance. Elle représente Franck McCourt. Qu'est-ce qui se dit sur cette dame qu'on découvre en photo parce que je crois que parfois elle s'invite dans les instances. Étienne Moiti. Justement, ce qui m'inquiète pour Pablo Longoria, c'est que dans le communiqué de l'OM, il est expliqué qu'en fait, il va plus vraiment être président à s'occuper du club et du sportif, mais il va s'occuper de ce qui se passe dans les instances françaises et européennes. Ouais. Le problème, c'est que Sherazade que vous montrez, elle est extrêmement active. Et là, pour le coup, elle a aussi pris le pas, comme Benassia a pris le pas au niveau sportif sur Longoria, elle a pris le pas au niveau institutionnel sur Longoria aussi. Donc, en fait, tout le monde prend un peu le pas sur lui. Et je me demande bien qu'est-ce qui lui reste. C'est un président de la 4ème République. Juste un truc pour revenir sur la question par rapport à Benassia. Mais enfin, un président, il préside, un directeur sportif, il s'occupe du sportif. Je pense que c'est un peu ce que disait Étienne, mais il y avait peut-être aussi une forme d'incohérence, à savoir Pablo Longoria qui avait occupé le poste de Mehdi Benassia avant d'être président à l'OM, qui en gros continuait de vouloir tout gérer, à savoir les transferts, qui quand même, rappelons-le, on a beaucoup parlé de cette instabilité au niveau des joueurs et des transferts qui ont existé à l'OM. On peut parler de celle qu'il y a eu aussi dans l'organigramme au niveau directif. Ça a été un aéroport permanent là aussi. Ribalta, papapi, papa. Le temps presse, Nicolas, et l'info tombe. Oui, Virginie. On a un article d'Anthony Clément, alors qui est réservé aux abonnés pour l'instant. Je vous donne un avant-goût si jamais ça vous intéresse. Habib Beye à l'OM, c'est une piste sérieuse, mais une arrivée toujours en suspens. L'ex-entraîneur rennais, dont l'arrivée a été retardée par la démission finalement annulée de Mehdi Benassia et par son litige avec Rennes, n'est pas encore sûr d'être sur le banc à Brest vendredi. Les détails sont dans cet article. Ok. C'est un club de fou quand même. Ouais, c'est vrai. Parce que d'aller faire partir deux herbiers pour aller chercher Habib Beye quand même, puis en pensant aller chercher la 3e place, moi je ne pourrais jamais être président de quoi que ce soit, là. Directeur sportif. J'ai dit, comment tu fonctionnes en fait? Tu as un entraîneur qui est quand même le plus gros pourcentage de victoires dans l'histoire du club, et parce qu'il a pris 5-0 et une gifle, ça peut arriver, hein. Il y a Monaco qui a pris 6 au Real. Ils ont gardé leur coach. L'objectif n'est pas loin de la 3e place. Alors c'est sûr qu'ils pensaient jouer le titre avec Paris. Je pense que c'est compliqué. Mais tu es toujours dans les clous pour l'objectif. Dans le quart de finale de Coupe de France, tu étais à 10 secondes de gagner un premier titre depuis 25 ans, ou je ne sais pas combien. Et les mecs, ils se décident parce qu'il y a eu cette histoire. Le coup de chausson, c'est un coup de chausson de deux herbies. Mais c'est pas grave, tu le protèges comme entraîneur. Tu aurais pu le retenir, effectivement. Le plus grand mystère de Marseille, c'est... Pour moi, c'est un mystère, ça, quand même. Et puis après, tout ce qui se passe là depuis quelques jours, moi, je ne comprends plus rien. Mais, et puis donc, dans ton idée,
tu vas chercher Habib Beye qui a fait combien d'années en Ligue 1 Un an et demi. Pardon. Pour la pression qu'il y a là-bas, pour t'amener ton club, je sais pas, moi ça me paraît... J'ai rien contre Habib Beye, hein, mais je me dis, tu vires 2 Zerbi pour les chercher. Moi ça me paraît hallucinant en fait. C'est pas un mystère, Franck McCourt. Il a perdu 650 millions d'euros dans le club. Tu as l'impression qu'il vient une journée et demie tous les 2 ans, donc faire un petit tour. Il paie 20 millions à peu près. Il vient davantage quand même ces derniers mois. Oui, c'est vrai. Ouais. Tant mieux, mais c'est même pas lui finalement qui prend les décisions, puisque De Zerbi s'en va, Benassia fait mine de démissionner, mais finalement est retenu. Là, pour le coup, c'est lui qui a tranché, là, pour le coup. Oui, bon, c'est pas Il a tranché. Il a été poussé à prendre des décisions. Oui, on lui amène, on lui change. Que Benassia ait manœuvré, qu'il ait fait les choses de façon à le mettre un peu dos au mur, très bien. Ouais. Mais là, aujourd'hui, celui qui relègue Pablo Longoria et en gros qui signe la fin de l'ère Longoria, c'est Franck McCourt. C'est juste une mise en conformité, ce qu'on a dit. Non, mais c'était président fictif. Le terme que tu employais, c'était putsch. Mais le putsch, c'est tu dégages le patron. Le patron de l'OM, c'est Franck McCourt. Au quotidien, c'est pas lui, c'est lui qui signe les chèques et qui file l'oseille, qui décide qui est président, qui ne l'est pas. Visiblement, c'est lui qui a décidé que Pablo Longoria serait peut-être dégagé. C'est ce qu'il a annoncé au jour, en tout cas aujourd'hui, à une partie des supporters. Et d'ailleurs, moi, c'est surtout ça. L'OM qui est quand même un club ultra populaire où tu as vraiment une pression colossale. Non, mais attends, c'est pas ça que je veux dire. T'es un peu animal. Non, mais c'est pas là où je veux en venir. Moi, je me mets surtout à la place des supporters de l'OM. Ça fait 15 ans que tu attends un titre. En plus, tu l'as dit, là, tu dis, on peut aller peut-être chercher un truc. La Coupe de France, on est encore là. C'est un bordel permanent. Et moi, c'est pour ça que le système de propriété et d'investisseurs privés, moi, je trouve que c'est complètement incompatible avec des clubs comme ça. Pour moi, le système des sociaux est loin d'être idéal. Déjà parce que la démocratie représentative est loin d'être idéale, elle est très souvent biaisée, mais c'est peut-être le moins mauvais des systèmes. C'est-à-dire qu'à un moment, tu gueules, t'es là, tu payes ton abonnement, t'es un client, tu payes tes maillots, tu souffres et tu décides de rien. Nico, c'est pas juste l'OM, c'est 100% des clubs. Et on est d'accord. Moi, c'est le modèle qui est à revoir. Mais bon, concernant Franck McCourt, moi, avec ma petite expérience donc des dirigeants du football en France, pourtant j'en ai vu et j'ai vu quelques zozos, mais alors, Franck McCourt est aussi peu présent dans un club, se faire mener par le bout du nez à ce point-là, avoir autant de présidents qui gèrent ton club à ta place, de directeurs sportifs qui valsent en permanence, avoir 10 arrivées, 15 départs par mercato d'hiver et d'été, et venir là une journée et demie, regarder les trains qui passent et les avions qui circulent, et repartir aux États-Unis, franchement, c'est un exploit. Ils ont en tout cas de la chance d'avoir quelqu'un qui est capable de perdre tout son argent pour ce club-là. Je sais pas où il a trouvé cette passion pour Marseille, mais ça a vraiment un bienfaiteur. Je sais pas si c'est une chance. Une semaine de présence depuis 2016, 650 millions investis. Franchement, passe à la maison, Franck.